Bonsoir et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Économie, vous êtes défi, et vous avez voté avec 249 autres personnes hier au Conseil général de défi, une série de règles de gouvernance pour la future négociation, plutôt pour la négociation actuelle, on en parlera. Alors, ce Conseil général s'est prononcé pour le décumul intégral et la limite des revenus privés et publics à 150% d'un salaire de député. Alors, le décumul intégral, c'est finalement ce que le PS bruxellois veut, ce que Écolo veut. Vous vous situez à peu près dans la même gamme. Je crois que c'est une discussion difficile et ça fait maintenant presque 10 ans que les partis traditionnels bloquent sur ces dossiers de décumul, de contrôle des élus. Et donc il est temps aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure. On le voit bien, toutes ces affaires montrent qu'on ne doit pas compter sur l'éthique de tous les élus politiques, hélas, puisque certains en arrivent à contourner les règles. Donc aujourd'hui, il faut des dispositions légales pour mieux encadrer le contrôle, l'activité des parlementaires, des bourgmestres, des échevins. Et nous allons d'ailleurs beaucoup plus loin. On dit que c'est aujourd'hui la Cour des comptes qui doit vérifier et contrôler et pas réserver ça à des comités de déontologie où les contrôleurs sont les contrôlés. Alors évidemment, c'est une liste de doléances, un peu comme Écolo. Est-ce que ça veut dire que vous allez déjà vous l'appliquer à vous-même, cela ? Nous allons, il faudra négocier des textes légaux. Et nous l'avons dit, à partir de 2019, en tout cas la règle au niveau de défi, c'est que lorsqu'on se présente à une élection et qu'on obtient le mandat, il faut respecter le choix de l'électeur et donc c'est fini de faire du shopping ou du cumul. Mais ceci étant, il faut bien entendu se battre pour ce que des dispositions légales soient prises et s'imposent à tous les partis, parce que ce serait trop facile que certains s'exonèrent de leurs responsabilités alors que ce sont eux les fautifs, ce sont eux qui ont fait qu'on jette l'opprobre aujourd'hui sur le politique par des comportements douteux, conflits d'intérêts, aller choper dans la caisse, des jetons faramineux, etc. C'est incontestablement le mal des trois partis traditionnels, PS, MR et CDH. Mais ce que j'entends, c'est qu'en 2019, vous donnerez déjà le bon exemple en choisissant un mandat et pas de cumul. Je crois que c'est dans l'ère du temps, c'est comme ça qu'il faut avancer. Mais je veux dire, le cumul, c'est une facette. Ce qui est essentiel aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cumul. On voit tout ce qui s'est passé au SAMU social, tout ce qui s'est passé à Publifin, ce n'est pas une affaire de cumul. Ce sont des gens qui n'avaient plus de limites, qui n'avaient pas de contrôle. Donc c'est le manque de transparence. Manque de transparence dans la publication des mandats, manque de contrôle, manque de sanctions. Nous prônons par exemple des peines d'inéligibilité pendant plus de 10 ans. Nous estimons que des gens qui sont dans des procédures d'inculpation, etc., ils doivent faire un pas de côté. Ce n'est plus possible d'avoir en permanence des épées de Damoclès parce qu'il y a des élus à des titres divers qui maintiennent une actualité nauséabonde sur le politique. Si on veut renouer le contact avec le citoyen, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait des règles et qu'il y ait des contrôles et qu'il y ait des sanctions. Alors, si on veut renouer avec les citoyens, il faut aussi arriver à réaliser ce qu'on promet. Alors, vous avez cette liste de bonnes intentions, mais vous allez parfois très loin. Vous mettez la barre très haut quand vous dites que vous voulez diminuer le nombre de parlementaires, mais supprimer aussi les groupes linguistiques. Vous savez évidemment que les Flamands ne seront pas d'accord. Alors, est-ce que vous faites toutes ces propositions pour que, finalement, il n'y ait jamais d'accord, ou bien c'est juste une manière de négocier ? Pas du tout. Nous rappelons en tout cas ce que nous disons depuis à peu près 25-30 ans. La constitution de groupes linguistiques est une absurdité. Il faut permettre des listes bilingues en région bruxelloise. Et donc, nous le disons ça depuis 30 ans. C'est l'occasion de le rappeler. Et ma foi, tenter d'enfin faire ouvrir les yeux aux uns et aux autres. Si on veut créer de la cohésion en région bruxelloise, il faut supprimer ces espèces de prérogatives qui existent en région bruxelloise avec des postes privilégiés, des députés qui sont élus avec quelques voix. Il ne faut plus protéger la minorité flamande. Ce n'est pas une question de protection. Faire des listes bilingues obligera au contraire les partis à travailler avec les homologues néerlandophones plutôt que de faire des situations où il y a des statuts différents et je crois que ça n'est pas sain en démocratie. Donc voilà, je crois que la région de Bruxelles, on le voit au niveau des communes, il y a des listes bilingues et ça se passe bien dans les communes. Pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien au niveau de la région ? Alors pour revenir à votre cas, puisque
là vous êtes ministre, mais sinon vous êtes élu député, vous êtes bourgmestre aussi. Donc au moment où il faudra faire le choix de ce cumul, qu'est-ce que vous allez choisir? Parce que vous avez toujours plaidé pour ce cumul, vous trouvez que c'est utile? Je n'ai pas plaidé pour ce cumul. Je trouve que ce cumul, lorsque on a une rectitude, lorsqu'on est correct, lorsqu'on respecte les lieux où on est. Moi, je suis bourgmestre empêché et donc je ne participe plus au collège. Je suis conseiller communal et d'ailleurs, je refuse tout jeton de présence au conseil communal. D'autres, comme Agnette, Prévost, étaient ambigus, ils continuent à présider le conseil communal, à être présents au collège alors que légalement, ils ne peuvent pas y être. Et ce sont toutes ces ambiguïtés qui font que, sinon, la notion de bourgmestre empêché, c'est très clair. Quand on est en bourgmestre empêché, c'est le bourgmestre en fonction qui dirige la commune et ce n'est plus le bourgmestre empêché. Imaginez, vous n'êtes plus ministre, vous êtes député et bourgmestre. Là, vous devrez choisir entre le poste et... ça, écoutez, en 2019, bien entendu, il n'est pas question d'anticiper, mais je sais très bien ce que je ferai. Mais pour l'instant, je suis ministre et j'ai un challenge important, continuer à faire diminuer le chômage en région bruxelloise, augmenter les formations des jeunes, c'est ça ma seule obsession. Justement, parlons-en, parce que ce gouvernement bruxellois, avec un CDH, on ne sait toujours pas s'il est dedans ou dehors, est-ce que vous continuez à travailler? Est-ce que vous aurez un gouvernement tout à fait normal jeudi? Oui, moi, pour ma part, j'ai déposé 2 projets d'ordonnance. Un projet qui vient en dernière lecture, qui est une ordonnance contre les discriminations, qui permet les tests de situation, le mystery shopping. Et je dépose aussi une autre ordonnance en première lecture sur l'entrepreneuriat social. Mais ma collègue, Mme Frémaux, dépose 2 avant-projets d'ordonnance. Donc le travail continue. Mais bien entendu, pourquoi est-ce qu'il... D'abord, la notion d'affaires courantes n'existe pas. Il n'y a personne qui est démissionnaire à ce jour. Et puis, nous sommes payés pour travailler, pas pour faire des petits jeux politiques. Oui, alors pourquoi tout le monde a crié alors quand le CDH a retiré la prise? Mais parce que c'est un jeu politique. Parce que c'est un jeu politique, et quand on fait un contrat, on assume ce contrat. Alors on peut estimer que des partenaires ont failli dans leur comportement. C'est vrai qu'au niveau du PS, il y a à redire, mais enfin il y a beaucoup à redire aussi au niveau du MR et du CDH. Mais ceci étant, le contrat, le gouvernement bruxellois n'est pas entaché de scandale. Ce qui s'est passé, c'est à la ville de Bruxelles, dans une majorité PS-MR. C'est là où ça a chipoté, c'est là où on a mis les doigts dans les pots de confiture, et pas au gouvernement bruxellois. Alors nous avons un mandat, moi j'ai été élu pour faire diminuer le chômage, pour booster les formations, et je ne veux pas être distrait par des jeux politiciens. Alors, est-ce qu'il y a trop de monde dans les cabinets bruxellois des ministères? Bernard Clairfailly, je vais vous proposer que vous l'écoutiez. Il était là dans Les Experts vendredi, et c'est un peu ce qu'il disait. On devrait aussi discuter du salaire des ministres. On devrait aussi discuter du nombre de ministres. Nous avons trop de ministres du côté francophone, 19, alors que les Flamands font avec une dizaine de ministres. De la taille des cabinets ministériels. Le ministre-président à Bruxelles a un cabinet d'une centaine de personnes. Et je touche aussi, les miens sont aussi au pouvoir là-bas. Donc, je pense aussi qu'on devrait diminuer la taille des cabinets ministériels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les cabinets ministériels bruxellois sont trop nombreux? Il est exact que sous la précédente législature, les 2 dernières législatures, il y a eu une augmentation importante des cabinets. Par exemple, on a aligné les secrétaires d'État sous les postes, les cabinets des ministres. Mais moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Vous savez, moi, mon schéma idéal, c'est le schéma anglais où il y a un mini-cabinet et on travaille avec les administrations. Vous pourrez interroger d'ailleurs mes administrations. Moi, je suis quelqu'un qui délègue aux administrations et qui leur confie un certain nombre de missions. Donc, je n'ai aucun problème de changer la structure de fonctionnement et d'amaigrir les cabinets. Mais c'est vrai qu'ils ont été gonflés sous les précédentes législatures. Assez curieusement, c'était des majorités PS, CDH, écolo. Sans défi. Voilà. Alors, on va parler de numérisation parce que vous avez révélé quelques chiffres aujourd'hui qui sont quand même assez forts. Il y a 2000 entreprises actives à Bruxelles dans les technologies de l'information et de la communication. Ça pèse assez lourd en termes de produits intérieurs bruts bruxellois. On parle de plus de 5 milliards, c'est important. Près de 32 000 emplois pour l'industrie technologique à Bruxelles. C'est vraiment important, mais est-ce que c'est vraiment porteur d'emplois futurs? Oui, c'est porteur d'emploi parce que la digitalisation va
complètement changé le paysage de l'emploi et le paysage économique. Et donc il faut être en pointe là-dedans. Et heureusement, Bruxelles, vous devez savoir que 60% des entreprises, des start-up dans ce secteur de la numérisation, de la digitalisation sont bruxelloises. Donc 60% des start-up belges sont bruxelloises. Nous avons un rapport par rapport à notre PIB de 7,6% alors qu'il est de 1,2% en Wallonie. Donc incontestablement, c'est une économie urbaine que nous devons développer parce que c'est précisément dans les grandes villes, dans les métropoles, proximité des universités, les clusters entre entreprises qui se créent, qui favorisent, je dirais, l'innovation technologique et qui favorisent le développement de cette économie qui est l'économie de demain. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur la table pour les aider à ces start-up? Parce que, en fait, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles essayent de recueillir de l'argent pour grandir. De recueillir de l'argent, de recueillir de l'accompagnement. Accompagner des entrepreneurs est essentiel pour qu'ils mènent ce projet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, je lance un appel à projet doté de 400 000 € pour faire émerger ces nouvelles idées, ces nouvelles tendances, ces nouveaux projets. Et chaque année, d'ailleurs, je ferai ces appels à projets pour faire naître de nouvelles dynamiques. Et je crois que c'est cette notion de naissance spontanée que l'on doit encourager dans une économie comme la nôtre à Bruxelles. Vous devriez peut-être subsidier une start-up qui arriverait à rapprocher le politique du citoyen et le citoyen du politique. S'il y avait l'application pour éviter les comportements douteux de certains politiques, j'opte tout de suite. Mais hélas, je crois qu'on ne changera jamais la nature de certains. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous êtes comme Emmanuel Macron? Est-ce que vous croyez que l'avenir d'une région passe par les start-up? Je crois en tout cas que en région bruxelloise, l'avenir passe par les petites entreprises. On dit souvent qu'il y a des entreprises qui nous quittent. C'est vrai, lorsqu'une entreprise devient mature, elle cherche des locaux, des espaces. Ce n'est pas toujours possible en ville. Mais si nous pouvons être le laboratoire de l'économie de demain, moi, je n'ai aucun problème que de voir des entreprises bruxelloises aller en Flandre, aller en Wallonie. Si le niveau de régénérescence est fort en région bruxelloise, eh bien, c'est l'avenir économique, je dirais, de toute notre hinterland que nous protégeons ce faisant. Merci Didier Gauzoin. Demain, je recevrai Benoît Serex. D'ici là, bonne soirée à tous.